crois que c'est parti. Ouais. Donc, voilà. Donc, merci Damien, encore une fois, de bien vouloir partager ton expérience en tant que cafard et notamment le montage qu'on retrouve de temps en temps dans des startups cafards, qui est d'avoir une activité qui finance, enfin une activité de service qui finance quelque part le développement d'une startup derrière. Donc, dans ton cas, bon, déjà, Damien, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? De quelle planète? Sur quelle planète habites-tu? Ça marche. J'ai 53 ans et je suis un pur produit industriel. Après mon école d'ingénieur, je suis rentré dans une PME, puis après dans un grand groupe chez Valeo, donc dans l'automobile, où j'ai fait mes armes, enfin, développer des compétences à la fois techniques et à la fois managériales. Et puis ensuite, j'ai voulu sortir d'un grand groupe où parfois ça peut être impersonnel pour rejoindre une plus petite entreprise de conseil en techno, puis un bureau d'études. Et puis à l'aune de mes 40 ans, là, j'ai rejoint une start-up, première start-up. J'y suis resté 2 ans. Voilà, donc j'ai mis le pied à l'étrier à l'entrepreneuriat. Ça m'a bien plu. Et puis ça m'a donné envie de monter ma propre structure. Donc voilà, j'ai fait physique-chimie à la base et après j'ai fait de l'électronique. Donc comme quoi, on peut mal tourner. Physique-chimie, c'est ma formation académique. Et puis ensuite, je suis tombé dans l'électronique. Voilà. J'ai quelques slides support, si je peux les Hop. partager. C'est ça, voilà, juste pour accompagner le déroulé que j'ai prévu. Et évidemment, alors je partage tout l'écran, tac, c'est celui-ci, tac, mise en abîme, ok, et maintenant elle est là, et je la mets en slideshow, et vous me dites quand vous la voyez, c'est pas du tout le premier slide. Vous me dites quand c'est bon. C'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Ouais. Ok, super. Donc j'ai repris le petit cafard, on est dans le thème. Donc effectivement, l'idée c'est que je vous partage mon parcours. Donc 8 ans maintenant d'existence, là la boîte a 8 ans, autour de cette idée de créer, alors là c'est un labo, mais une structure, enfin quelque chose qui permet de générer du revenu, et ce revenu permet de financer des activités qui sont d'abord consommatrices de cash avant d'avoir un ROI. Donc c'est pas l'idée que j'ai eue au départ. J'avais en tête effectivement, j'étais très inspiré pour faire, enfin, avoir mon entreprise, faire du produit, faire une start-up. Et après un premier passage, comme je disais, dans une start-up pendant 2 ans, j'ai vu que c'était compliqué, et que de toute façon, soit il faut des fonds au départ, soit il y a effectivement des aides, mais une aide, elle vient s'adosser à 1 euro d'aide, correspond à 1 euro de capitaux propres. Donc à un moment donné, il faut quand même avoir de quoi faire fonctionner la machine au départ. Donc je me suis lancé vers du service pour bootstrap l'activité. Et puis c'est progressivement que, et je vais vous raconter l'histoire, que effectivement je me suis dit ça permet cette activité de financer des activités qui sont de la production immobilisée, mais qui vont servir à créer de la valeur et à potentiellement créer une startup et éventuellement d'autres assets. On va en parler. Très rapidement, donc moi je suis, voilà, d'un point de vue expertise, j'ai de l'expertise dans tout ce qui est tech, hardware, software. On parle de soft embarqué dans l'automobile, voilà, les logiciels SaaS, etc. C'est pas trop mon domaine. J'aime bien par ailleurs bouger. Je fais pas mal de sport. Je fais du triathlon. J'ai fait quelques Ironman il y a déjà très longtemps. Voilà. Et puis j'aime apprendre, j'aime partager. Je donne de temps en temps des cours, je fais des conférences auprès des étudiants à Paris-Saclay. Voilà, je suis plutôt quelqu'un de posé, de calme, un peu visionnaire. Enfin, je me pose et je regarde un peu l'avenir, et parfois je peux procrastiner sur le présent et sur ce qui passait à l'action, parce que je suis un peu tourné vers l'avenir. Mais mes envies, c'est vraiment de construire des choses, donc de concevoir, d'expérimenter. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Ce que je vous propose, c'est de partager ma vision que j'ai eue, ce qu'on propose, notre service, qui est vraiment le socle de l'organisation pour pouvoir générer des revenus. Ce qu'on fait un peu plus dans le détail. Voilà. Ensuite, comment on s'organise, cette innovation interne, ce pipeline d'innovation. On n'a pas qu'une idée, on a des idées et on veut un peu industrialiser aussi ça. Prendre un exemple concret qui est Myosis, le nom de la solution qui s'inscrit dans la Sporttech. Et l'idée, c'est d'en créer une spin-off. C'est très proche maintenant.
Revenir sur la logique Thomas Edison, qui m'a pas mal inspiré. Et puis, comment valoriser ce que l'on fait, parce que c'est bien de dépenser de l'argent, on en gagne, d'en dépenser, mais il faut qu'il y ait quand même une idée derrière de retour sur investissement, parce qu'on le verra, la production immobilisée, c'est pas magique, c'est juste on diffère dans le temps des choses, on produit, mais derrière, il faut l'amortir. Et puis après, ouvert aux questions-réponses, je sais pas, j'ai pas trop calibré le temps de la présentation, donc n'hésitez pas aussi au cours de la présentation, si vous avez des questions, à les poser dans l'instant. Voilà, enfin, c'est pas un mode descendant uniquement, ça doit être de l'échange. Donc la vision, c'était inspiré du modèle. Après quelques années chez InnoWide où j'ai d'abord fait plutôt du conseil, j'étais seul, je faisais du conseil, et puis j'ai identifié très rapidement une vallée de la mort chez les grands industriels, chez les grandes sociétés ou enfin, n'importe quelle société en industrie, une vallée de la mort entre l'idée et la pré-industrialisation. L'idée, le concept, on identifie une techno, on identifie qu'elle peut apporter une opportunité sur un sujet donné, sur un use case, sur un business case, mais arriver à avoir une solution qui intègre cette technologie prête à être déployée, prête à être commercialisée, c'est compliqué parce qu'on passe par enfin, il faut gérer ça comme une startup le gère, être très lean startup. Et ça, les groupes les entreprises organisées pour délivrer des choses qui fonctionnent, des choses qui sont commercialisées, des choses qui sont certifiées, etc. C'est compliqué d'être ambidextre, d'être à la fois travailler sur des projets d'exploitation. J'industrialise, je vends, je supporte mes clients et à la fois j'explore des sujets. C'est compliqué. Et donc une vraie vallée de la mort compliquée à franchir avec les méthodes classiques qu'on enseigne, les méthodes qui sont dans la culture de la plupart des boîtes, donc cycle en V, si ça parle à certains, si on commence par spécifier, quand on a bien spécifié, on est sûr de ce qu'on veut, on fait la conception, quand on a bien conçu, on produit des éléments et on les valide. Sauf que ces temps de cycle ne correspondent pas à de l'innovation parce que si quand on valide, on se rend compte qu'on est passé à côté d'un besoin et que ce qu'on a spécifié, finalement, on est à côté de la plaque, alors c'est difficile de refaire une itération. On a consommé du cash, on a perdu du temps. Voilà. Donc, il faut aller beaucoup plus vite que ça. Et donc, inspiré de ça, je me suis dit, on va travailler là-dessus. Et si on arrive à le structurer de façon à ce que l'on fait pour nos clients, on le fait pour nous-mêmes, c'est coup double. On investit sur une manière de faire, on investit sur une organisation pour aider les clients à aller plus vite dans ces phases-là, et on peut, sur des idées que l'on a propres, les autofinancer et les développer avec ce même principe, puis ensuite valoriser ces idées, soit à travers une spin-off, soit sur d'autres moyens, et on va en discuter. Donc on ne se considère pas comme un bureau d'études ou une SN classique, on n'est pas un labo académique non plus, on ne fait pas de la recherche compliqué. On fait de la recherche appliquée, de la recherche du développement expérimental. Et donc, on se qualifie de cellules scientifiques et technologiques. Voilà, on travaille le terme cellule parce qu'on est relativement autonome, comme le fonctionnement d'une cellule. Qu'on ait on a un lien avec nos clients, mais qu'on peut fonctionner de manière assez autonome et nos clients restent focalisés sur leurs activités. Ils nous passent juste leurs idées, leurs problèmes, les enjeux qu'ils ont. Et donc, c'est de bâtir une organisation, la vision de services qui vont ensuite autofinancer ses propres innovations. Et c'est d'avoir aujourd'hui 95% de travail d'activité ou 90% pour les clients et 5-10% qu'on n'a pas besoin, puis progressivement peut-être d'inverser, enfin, d'augmenter, de baisser le curseur d'un côté pour l'augmenter de l'autre. Donc, ce qu'on fait, on a des services de maturation accélérée de recherche et technologie, donc R&T, pour les industriels. Et on travaille selon un modèle très agile, inspiré des modèles agiles plutôt dédiés au soft habituellement, mais on les a customisés et appliqués pour développer des technologies plutôt hard tech ou deep tech. Donc il y a de la mécatronique, il y a de l'électronique, il faut intégrer tout ça, il faut faire fonctionner des éléments hétérogènes, à savoir de l'électronique, de la mécanique, du soft, etc. Tout ça ensemble. Et donc les modèles agiles classiques ne fonctionnent pas, donc on a customisé tout ça pour que ça fonctionne. Et avec un objectif de réduire le temps des niveaux de maturité. Alors je ne sais pas si vous êtes aguerri au niveau de TRL, c'est Technology Readiness Level, c'est une vieille échelle de la NASA, mais qui est largement utilisée dans l'industrie, une échelle de 1 à 9 qui mesure la maturité d'une technologie. Pour faire simple, échelle 1, 2, 3, on est au labo, on fait des tests sur le coin de la table et on a une technologie.
il n'y a pas forcément un champ d'application bien défini, un use case bien défini. 4, 5, 6, on mature, on dérisque et on arrive à 6, à une technologie où on sait que pour un usage donné, on a fait la preuve de sa valeur. On a dérisqué, donc on a une techno qui est faisable, on a une techno qui est viable, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il reste à faire pour l'industrialiser, on sait quel investissement ça représente, et on a une techno qui est désirable, on sait que ça répond à un besoin et qu'on a envie de l'industrialiser. Et puis 7, 8, 9, c'est les TRL de mise sur le marché. 7, on commercialise, 8, voilà, c'est largement déployé, 9, c'est une techno qui est ancienne, une solution ancienne, qui a déjà eu un retour d'expérience intéressant. Donc nous, on s'est vraiment spécialisé sur cette vallée de la mort qui est sortie de 1, 2, 3 et entrée dans 7, 8, 9, qui est compliqué. Et on a décidé d'investir du temps et donc indirectement de l'argent, ce qui peut correspondre 10-15% du CA, en fait. L'an dernier, on était à un peu moins du million, mais bon, on a investi, on a fait en prod immobilisé presque 15%. Donc ça veut dire qu'il faut dégager du cash et dégager surtout de la marge pour pouvoir investir. Alors quand c'est du temps sur des sociétés de services, c'est bien parce que on sait bien qu'en société de service, on va avoir des contrats qui sont pas forcément, qui s'enchaînent pas toujours de manière fluide. Donc on a des périodes un peu mortes, ce que les ESN appellent l'intercontrat. On a des périodes parfois où on a du temps. Et donc on peut remettre la priorité sur des projets. Et c'est de toute façon des coûts, les salaires, ils sont pas ajustés en fonction du travail que font les personnes. Donc de toute façon, c'est perdu. Enfin, c'est un coût qui est là, quoi, qui est présent. Et puis on a spécifiquement des personnes qui vont travailler sur les sujets, alors qu'elles pourraient travailler sur des projets qui ramènent du chiffre d'affaires. Et donc là, c'est un choix d'investir. Et puis il y a des achats, il y a des coûts directs de prestations externes ou d'achats. Est-ce que ça va pour est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est tout bon? Ouais, moi j'ai une question. Ouais. La décision de prendre 10 à 15% du CA pour réinvestir dans les innovations internes, vous l'avez fixée comment? C'est lié à la marge qu'on dégage, quoi. C'est un calcul vraiment analytique, se dire si on investit un équivalent de, enfin, on immobilise un équivalent de 10-15%, est-ce que le compte de résultat il est viable? Est-ce que la trésor est viable? C'est plus la trésor d'ailleurs qu'il faut surveiller. Pour information, c'est un taux qui correspond à peu près à celui des PME innovantes en France, sachant qu'au-delà les entreprises de taille supérieure, on est plus proche de 5% que 10-15%. Donc je ne sais pas si c'était volontaire ou involontaire, mais on va dire inconsciemment, tu as peut-être mis sur la cible naturelle des structures innovantes. Ouais. Et puis c'est peut-être aussi que la cible naturelle, enfin des comptes, c'est que mécaniquement, c'est la même réflexion, quoi. C'est qu'ils peuvent investir ce montant-là, ils ne pourraient pas investir 50%. Donc effectivement, je ne sais pas qui a amorcé le truc, mais enfin voilà, la réalité du moment, c'est ça, quoi. Donc ça fait pas beaucoup non plus. Quand on fait un labo, il faut aussi bien se dire, je fais une activité et je vais réinvestir. Ça veut dire que on peut pas accélérer fortement. En revanche, on peut effectivement investir sur de l'innovation interne qui peut être complétée par des dispositifs. Moi, j'ai fait une subvention Innovop faisabilité, c'est 30 000 euros, donc c'est 60 000 de dépenses et 50% de sub. 30 000, c'est pas énorme. Voilà. Et par contre, j'ai pas d'autres sources de revenus que celles de mes clients. Donc, je suis un pur cafard. Donc notre mission, pour rentrer dans le détail de ce qu'on fait en termes de services, et puis après j'arrêterai là, c'est pas forcément l'objet, c'est vraiment d'accélérer la maturation technologique. Donc c'est transformer une idée qui est ou un concept en un prototype qui était validé sur le terrain. Donc on a un élément qui fonctionne, on a fait la preuve de fonctionnement, la preuve de valeur, et à partir de là, une entité industrielle peut décider de l'intégrer dans un programme. C'est exactement ce qu'on fait avec un groupe aéronautique, un équipementier aéronautique de renom. Ça commence par un S, ça finit par un N. On travaille beaucoup avec eux. Et effectivement, ils intègrent dans leur programme des technos qui sont TRL 5-6. Avant, c'est géré par une entité de R&T, avec des directeurs de recherche et technologie, des feuilles de route technologiques. Et ils ont besoin d'accélérer toutes les idées qu'ils ont. Et donc, on intervient nous, en tant que cellule externalisée sur ces sujets-là.
Et donc, on amène, voilà, on travaille jusqu'à apporter ces preuves-là. Et puis, on peut aller un peu plus loin s'il faut. On travaille avec des entreprises où on les a accompagnées jusqu'à développer des solutions qui sont commercialisées, tant que c'est des solutions qui sont faciles à industrialiser. Il n'y a pas de notion de certification, d'homologation complexe, il n'y a pas d'investissement important à faire. Voilà, c'est des produits qui sont plutôt high-end et vendus, ils en font 10, 15 par an. Voilà, donc on peut accompagner. Puis on travaille avec un écosystème aussi, une communauté aussi de fournisseurs et de freelance avec des expertises. Et donc, dans les expertises, on a des gens assez calés en Indus et on travaille avec des entreprises qui sont capables de faire l'industrialisation également. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner des éléments qui permettent de prendre des décisions étape par étape. Donc, on va expérimenter pour avoir des preuves objectives. On fait un proto, qui commence par un proto des fois très simple, ce qu'on appelle un key risk prototype, un proto avec juste on va regarder si ça fonctionne, le principe fonctionne, et puis après on va vers des protos plus complexes et on va les expérimenter. Donc, on va aussi développer parfois, enfin souvent les bancs de test qui permettent d'éprouver cette techno et la cycler dans un environnement représentatif de son environnement réel pour amener de la donnée. Et cette donnée, c'est pour le client, c'est des choses tangibles, des objectifs, enfin, c'est des données objectives qui vont permettre au client de dire, OK, ça fonctionne, on atteint les limites, ça marche largement, ça marche pas encore tout à fait, mais on voit ce qui manque et on voit les verrous techno qui restent encore à franchir et c'est accessible, etc. Donc, ça permet de prendre des décisions là où c'est bien de se dire on ferait ça, mais oh, là, c'est compliqué, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas ce qu'il reste à faire, etc. Et ça bloque les prises de décision. Voilà. Donc on amène ces éléments. Donc on travaille, comme je dis, sur tout ce qui est capteur avancé, IA embarqué, mécatronique, actionneur intelligent. Et ça permet de réduire le risque et de gagner du temps. C'est surtout le temps qu'on fait gagner à nos clients, parce que n'ayant pas l'habitude, ou culturellement et l'organisation, n'ayant pas la capacité de travailler de manière agile, eh bien, ils perdent du temps sur des cycles très longs et ils peuvent se fatiguer, ça frustre les personnes et donc souvent il y a des sujets qui restent dans les cartons parce qu'ils ne savent pas comment les adresser. Et donc, en parallèle de ça, ce que l'on fait pour nos clients, on l'a processé de manière assez structurée avec une méthode qu'on appelle Deep Flow, contraction de Deep Tech et Flow pour la question du processus. Donc Deep Flow, où on va travailler de façon agile avec des itérations, on se donne des objectifs à chaque itération, on travaille ce qu'on fait dans l'itération avec des micro-objectifs qui constituent un backlog, on pondère tout ça, on regarde ce qu'on est capable de faire, on travaille avec les ressources que l'on a pour dire l'objectif c'est ça et on peut l'atteindre et on se focus bien sur un objectif donné et on met la priorité sur ce qu'on veut atteindre et sur la valeur que ça apporte plus que sur le perfectionnisme. Et c'est pour ça qu'on travaille en timeboxing, pour dire j'ai 3 semaines pour faire un sprint, qu'est-ce que je peux faire qui apporte de la valeur dans le temps que j'ai et tomber et éviter le travers que peuvent avoir des ingénieurs typiquement d'être hyper aller dans le détail et d'être perfectionniste et finalement de donner un peu plus de temps pour faire mieux, mais ça n'apporte pas forcément de la valeur. C'est toujours la règle des 80-20. Voilà. Donc on a processé ça et se dire est-ce que l'on peut aussi injecter des idées qui viennent de nous et on va les processer à travers le même processus, les mêmes étapes pour sélectionner une idée, lancer des sprints qui vont permettre de prototyper à chaque étape et ensuite de valoriser ce que l'on fait. Pas forcément à la fin, si on va essayer de les valoriser au plus tôt, mais c'est voilà, ce qu'on a mis en place, on le fait bien et finalement on a là un asset qui a de la valeur, notre méthode de fonctionnement, notre processus, et donc ce que l'on fait pour nos clients, on le valorise aussi en interne. Donc un des premiers axes qui est intéressant, c'est de dire dans une entreprise, et c'est un message que passe Serge assez souvent, c'est dans une entreprise, on cible un produit, mais on peut vendre des choses plutôt qui ne sont pas forcément le produit final, mais qui peuvent être du service, qui peuvent être des choses qui ont de la valeur. Et donc nous, notre façon de fonctionner a de la valeur. Et donc on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour nos clients, voilà, on le valorise et on a cette brique finalement que l'on utilise. Et donc l'objectif, c'est de créer des briques techno et pas toujours créer des startups ou pas créer un produit fini. Créer des startups, on serait plus un startup studio, c'est pas forcément l'idée. L'idée, là, sur un produit que l'on a dédié à la Sporttech, c'est de créer la spin-off et de créer la startup in fine.
Mais on s'est dit, on peut itérer et réitérer ce processus pour créer des briques techno, TRL3, TRL4, TRL5, et les valoriser avec des industriels. Et donc là, on n'est plus du tout dans un startup studio, on est plus dans un tech studio où on mature des briques et on va voir les industriels avec une brique déjà un peu éprouvée déjà, et ça aide à la prise de décision. Si on attend qu'un industriel vienne nous voir avec j'aimerais j'aimerais m'attaquer à ce problème-là, c'est parfois la décision est compliquée parce qu'ils n'ont pas pris cette décision de s'attaquer à un problème. Par contre, si on va les voir avec une brique et ils prennent conscience que avec cette technologie-là, ça permet d'avoir tel avantage, ça permet d'avoir tel niveau de performance, etc. Alors dans ce cas-là, c'est intéressant. Et en plus, je suis rassuré parce qu'il y a déjà des choses qui existent et ce que je pensais impossible à atteindre, on sent qu'on s'approche du possible. Et donc, ça peut aider à passer à l'acte. Il y a les startups dans la défense, il y a pas mal de startups aux États-Unis qui travaillent comme ça, qui sont maintenant des grosses boîtes, qui ont été plutôt force de proposition que d'attendre que l'institution vienne les solliciter pour développer telle ou telle techno. Donc voilà, donc on ne fait pas seulement du service, et c'est l'idée du sujet aujourd'hui. On fait du service avec l'idée de construire notre futur et de aussi valoriser la société, pas seulement sur du service, parce que là on atteint un plafond de verre rapidement, et c'est pas du tout scalable comme modèle. C'est de se dire finalement ce qu'on sait faire et qu'on fait bien pour travailler efficacement avec nos clients, on l'utilise pour notre propre compte, et on va valoriser des développements qui vont nous permettre du revenu complémentaire sous forme, et on le verra un peu plus tard, sous forme de licence, peut-être de upfront si on cède une propriété intellectuelle ou sous forme de licence, voilà, et sous forme de start-up si on a envie, et c'est sur une idée en tout cas on veut pousser jusqu'à la start-up. Et peut-être qu'on en fera une deuxième, une troisième, etc. et qu'on deviendra aussi un start-up studio, mais ça c'est l'avenir qui nous le dira. J'ai une question, ouais. Damien. Je ne sais pas si tu nous vois, mais je ne suis pas devant, mais je peux rebasculer s'il faut. Hop, non, mais en fait, le truc, ok, non, maintenant je sais que tu es obligé de. Donc, je t'arrêterai quand il y a des questions, des gens qui lèvent la main parce qu'ils sont très polis. Tout le monde est très poli, dont moi. J'ai levé la main. Les briques technologiques là, que tu développes, en fait, comment vous les choisissez? Est-ce que c'est des briques que vous allez pouvoir exploiter par la suite, ou alors est-ce que vous savez que tel type d'industrie a besoin de telle brique technologique, ou alors est-ce que vous regardez d'abord les clients potentiels et vous vous dites, là, celui-là, il aura besoin de ça et on va le développer? Comment vous choisissez en fait ces briques? C'est un peu des deux. En fait, il y a ça peut être des idées qui viennent totalement de nos envies, de nos passions. Donc, la première idée, ça tourne autour du sport parce que j'aime ça, parce que on est 3 cofondateurs de l'idée, parce que un des cofondateurs qui est pas complètement opérationnel, qui est plus marketing et qui est en activité dans un grand groupe, est aussi passionné de sport. On fait du triathlon ensemble. Et puis que le troisième fait aussi, il est en division 1 nationale, donc à niveau pas de sport de haut niveau, mais en tout cas sportif élite. Voilà. Donc cette idée, on l'a eue, et puis ça a été on a financé cette idée par ce mécanisme donc de l'héberger chez InnoWide, de maturer cette brique techno, d'en faire une spin-off. Et la plupart du temps, sinon, c'est effectivement comme on a l'opportunité de travailler sur des projets, on identifie avec des clients, on peut identifier plus facilement les besoins qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont, et travailler sur des sujets parce qu'on a déjà identifié des opportunités. Typiquement, on travaille avec un client, on va, dans certains cas, on va faire un état de l'art de tous les concepts qui peuvent répondre aux besoins. On va identifier des choses, le client va lui présenter, il va dire moi ça j'aime bien pour telle et telle raison, on va poursuivre la collaboration et vous allez travailler sur ce ou ces sujets-là. Et puis il met de côté des sujets. À nous, sur un des sujets, on s'est dit je pense que c'est quand même intéressant, on l'a pris, on l'a travaillé, on l'a prototypé. Aujourd'hui, on a des choses qui commencent à tourner et qui vont peut-être faire changer. Le client a déjà vu ce qu'on faisait, il dit c'est assez intéressant, ça fera peut-être changer d'avis et ça va déclencher chez lui peut-être l'envie de travailler. Et donc là, on serait plus en mode co-développement, puisque nous, on a déjà investi et on a généré de la propriété intellectuelle par nos propres besoins, nos propres moyens. Et donc, on peut effectivement aller plus vers du codev que du développement où 100% du NRE, 100% de l'étude est payé par le client. Et donc, mécaniquement, ils sont propriétaires de la propriété intellectuelle. Voilà. Donc effectivement, il y a un peu des deux, mais on ne va pas chercher des idées trop loin et
l'idée, c'est pas d'avoir une boîte à idées et chaque collaborateur met une idée qui peut être totalement loin de ce qu'on fait, parce qu'on n'aura pas la pertinence pour jauger de est-ce que c'est une bonne opportunité et est-ce qu'on a les compétences pour la traiter, quoi. Et Donc ça, ouais. Vas-y. Une autre question, du coup, une fois que tu as développé une brique, alors soit tu as chopé une idée chez un client, enfin, chopé une idée, tu as vu qu'il y avait un truc à résoudre, tu le résous. Alors, j'ai deux questions finalement. Et de l'autre côté, tu as une passion qui fait que vous avez développé quelque chose et qui peut être appliqué à d'autres. Alors, la première question, c'est est-ce que tu développes la brique techno, tu la proposes qu'à un client, ou tu arrives à trouver d'autres clients qui pourraient être intéressés par ces technos? Alors ça, c'est pas encore fait, là t'anticipes l'avenir, mais je vais en parler juste après. Ouais. Ok. Et la deuxième question, du coup, je l'ai oubliée entre-temps, évidemment. Ah oui, par exemple, quand tu as une idée de techno, de briques technologiques, est-ce que tu en parles d'abord avec le client ou est-ce que tu la développes et ensuite pas forcément tout, mais je pense que tout est possible, mais aujourd'hui non. Et je vais présenter, je vais accélérer, je vais présenter le process en fait. Et je pense que ce sera un support aux discussions qui peut être intéressant. Aujourd'hui, non, on n'a pas encore. Il y a des prémices de choses qui peuvent se mettre en place avec des clients. On travaille avec un client où justement on a fait l'étude des brevets, on lui a dit ça c'est brevetable sur tel et tel point et tout, parce qu'on a la chance dans l'équipe d'avoir quelqu'un qui maîtrise ce sujet, il a travaillé à l'INPI. Et donc le client dit c'est top, on va aller l'accompagner pour lui donner tous les éléments pour que ces ingénieurs en brevet puissent déposer le brevet. Ils seront propriétaires du brevet, ça nous arrange, on n'a pas envie de payer les annuités. Par contre, en échange, l'exploitation sur des domaines qui ne sont pas leur domaine stratégique, ils nous la cèdent gratuitement. Donc nous, l'idée, ça sera aussi de ce qu'on a développé là pour le compte de ce client qui nous a payé les NRE, c'est de pouvoir utiliser cette techno sur d'autres domaines. Donc voilà, là, c'est clairement, ça s'est fait de façon naturelle sur un projet. Et donc voilà. Donc l'exemple mieux aussi, c'est donc la brique techno qu'on a développée et qu'on veut on crée une innovation pour la Sportec. Donc, l'origine, c'est on a développé un capteur et puis une suite d'algorithmes un peu avancés pour fournir un score de la charge du système nerveux autonome, ANS, Autonomic Nervous System. C'est le système nerveux autonome, c'est le sympathique, le parasympathique, c'est soit le corps se met en éveil et est prêt à passer au sport, à l'activité, en alerte, etc., soit au contraire, il se met en phase de repos. Et donc, cet équilibre est super intéressant à suivre, mais il n'y a pas d'indicateur simple pour mesurer cette balance. Et donc, nous, on utilise le réflexe pupillaire, donc un stimuli lumineux. La pupille réagit, on voit la courbe en bas à droite. Et en mesurant certaines caractéristiques de cette courbe, on remonte à la balance de ce système. C'est une mesure objective, c'est rapide et c'est non invasif, donc c'est top. Après, on se dit qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc évidemment, on avait l'idée du sport, donc on a confirmé que ça apportait un intérêt, et c'est ce qu'on essaie de développer. Donc on veut développer une start-up, Sport Elevate, c'est le nom de code aujourd'hui, qui accompagne les sportifs avec des outils, donc mieux aussi, c'est peut-être d'autres outils, pour pouvoir améliorer la performance et le bien-être des personnes. Donc se mesurer et pouvoir ajuster sa charge d'entraînement toujours à la limite pour générer de la surcompensation, générer de l'adaptation, mais pas aller trop loin et générer de la fatigue, de la blessure, etc. Donc ça permet de suivre ça, d'optimiser, on prévient les blessures. On a aussi des études avec des hôpitaux dans le sud-ouest autour du rugby pour de la réathlétisation après une commotion. Donc après une commotion cérébrale, les protocoles sont assez light parce que ça coûte cher, etc. etc. Et donc on utilise cette mesure dans le cadre d'une étude actuellement pour voir comment intégrer cet indice supplémentaire, ce score supplémentaire et l'intégrer dans le protocole de retour au sport de façon sécuritaire, etc. Donc voilà, ça c'est l'idée de Myosis à travers notre brique techno. Et donc là, on a pas mal d'études en cours. Et donc là, on visualise, peut-être pas fin d'année, mais début 2026, la création de la spin-off, parce que l'idée c'est de garder la R&D chez Knowide et de transférer ensuite la propriété intellectuelle pour que Sport Elevate soit
plus à développer et adapter et à adresser le marché directement, qui n'est pas le business model d'Innovate. Donc l'idée, pour valoriser cette brique-là et les autres briques, c'est d'avoir Innovate produit une brique, cède la propriété intellectuelle et tous les assets techniques associés à un partenaire. Donc ça peut être Spore Elevate, et là c'est une société fille d'Innovate ou sœur, mais ça peut être un industriel à la place, en contrepartie de licences au sens large. Ça peut être un upfront, on achète la techno, ça peut être des annuités pour avoir le droit d'utiliser et puis rembourser finalement l'effort et la valorisation qui a été construite par Innovate. Et l'idée, c'est aussi de garder la R&D dure dans ce modèle-là, c'est de garder toute la R&D complexe dure, de la garder chez Innovate parce qu'on est structuré pour, et de céder à Spore, enfin, et Spore Elevate aura à charge les activités de commercialisation, de développement spécifique, surtout si c'est du logiciel, etc. Pas toucher et pas réinventer, refaire un bureau d'études à côté. Et donc, là, je vous ai donné un petit tableau sur le mécanisme. L'idée, c'est de faire. Alors, les chiffres sont arbitraires. La production immobilisée, c'est de faire 80 kg, par exemple. Ça a été donc en 2024, 2025, 100, 120, 120, 120 de prod immobilisée. Donc, c'est de l'argent c'est ce qui correspond au salaire des personnes qui travaillent dessus, au temps passé. Bien sûr, ça, c'est pas magique. C'est quand à la fois, c'est magique, c'est-à-dire quand on fait de la prod immobilisée sur le compte de résultat et le bilan, ça vient gonfler, c'est du produit. Donc, on a le revenu du chiffre d'affaires de nos clients. Et puis, on a ce produit qui vient s'ajouter. Donc, l'intérêt, c'est que ça va augmenter les capitaux propres de l'entreprise, puisque ça vient s'ajouter. Et donc, c'est intéressant pour aller chercher des aides, aller chercher des financements, etc., d'augmenter les capitaux propres. Mais par contre, c'est pas magique, c'est juste c'est de la dette qu'on achète. Derrière, il faut l'amortir, cette prod immobilisée. Donc, si on considère qu'on amortit sur 5 ans cette prod immobilisée, les 80 qui ont été immobilisés en 2024 et qu'on les amortit dès 2025, on peut les amortir un peu plus tard. Eh bien, on va amortir 20% pendant 5 ans chaque année, donc 16. Et puis, si on fait 100 en 2025, on va amortir 20 de 100 l'année d'après. Donc, on aura en 2026 16 plus les 20, 36 et ainsi de suite. Donc, on amortit ça. Donc, l'amortissement, il vient en moins sur le compte de résultat. Donc, ce qu'on a gagné à un moment, on le perd à un autre moment. Ce qui veut dire qu'en parallèle, il faut générer de la croissance et surtout avoir un ROI sur cette prod immobilisée. Donc, faire de la prod immobilisée sans derrière stratégie de valorisation et de retour sur investissement, ça fait pas sens. On pourrait dire, OK, on a des gens qui sont en intercontrat, on les fait travailler sur un sujet qu'on valorise, hop, c'est bien pour mais derrière, ça va plomber les années suivantes. Et puis après, on peut avoir du revenu, donc c'est la dernière ligne, qui est de la société à qui on cède la licence. Et donc tous les ans, ils payent une annuité, ça peut être 10 kilos la première en 2026, parce que c'est pas grand-chose, si c'est indexé sur le chiffre d'affaires, puis 100, puis 300, enfin voilà, ça va crescendo. Et évidemment, ce qu'il faut, c'est générer plus de revenus que l'investissement initial pour valoriser ça. Et puis, il peut y avoir aussi un upfront ou céder la propriété intellectuelle. C'est ce qui peut être demandé si on crée une spin-off et qu'on fait rentrer des investisseurs. Si on reste cafard, c'est top. Si on fait rentrer des investisseurs, eh bien, souvent, ils vont demander à être propriétaires de l'API et de pas simplement d'avoir un contrat, un droit d'exploitation. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, ils rachètent une partie de l'API. L'intérêt pour la spin-off, c'est que le coût de ce qui a été développé est lissé dans le temps. Et donc, on crée une startup qui n'a pas beaucoup de moyens au début et elle n'est pas obligée de rembourser les licences, de les rembourser à forte hauteur. On peut décider de qu'on veut, quoi. Après, pour l'API et par rapport aux investisseurs, je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Anatoscope. Donc, ils fonctionnent un peu comme ça, mais un peu différemment. C'est-à-dire qu'ils ont une techno mère et ils créent des sociétés par domaine d'application. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font entrer, non pas un investisseur, mais en fait, ils font des joint ventures avec des distributeurs potentiels. Mais l'API, le brevet n'est pas cédé à la fille. Par contre, c'est la licence d'exploitation dans un domaine, l'exclusivité de la licence d'exploitation dans un domaine qui est cédée. Par exemple, si tu vas sur le sport, là, ce serait l'exclusivité d'utilisation de la licence dans le sport uniquement qui est cédée.
et garder la propriété intellectuelle en haut qui peut marcher. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce montage, si on fait rentrer des investisseurs dans les sociétés filles, je ne sais pas si c'est une société fille ou une société sœur. Je ne sais pas encore. Peut-être société sœur parce que il y a. Mais enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura un lien direct, si Innowide sera un des associés ou si c'est moi en tant que personne physique ou à travers une holding. C'est pas défini. Enfin, j'ai plusieurs possibilités. C'est pas. En tout cas, C'est pas l'intérêt, en tout cas, c'est de effectivement, pouvoir- déjà on est 3 cofondateurs sur Sport Elevate, donc on est Ouais. déjà 3 à rentrer au capital, alors que chez Innowide, je suis tout seul. Et si on fait rentrer d'autres personnes, effectivement, on les fait pas rentrer au capital d'Innowide, on les fait bien rentrer au Voilà, capital c'est de. ça l'intérêt Ouais. que je voulais Tout à fait, souligner, ouais. c'est que l'API qui reste et la force de développement, enfin en tout cas de R&D et RT, comme tu dis, reste chez Innowide et on peut faire financer donc des filles sans toucher au capital d'Innowide. Oui, tout à fait. Quand je mets pays, là, c'est effectivement, c'est plutôt ça, au sens large. C'est une licence d'exploitation, soit exclusive, enfin, sur tout domaine, soit sur un domaine. Et puis, ça peut être la propriété intellectuelle de CD en fonction de l'avenir, en fonction de la vie. Pour ce produit-là, on a un brevet qui est passé, là, on a eu un rapport, tout est ouvert, c'est cool. Et donc, c'est bien Innowide qui est propriétaire. Et l'idée, pour l'instant, c'est de garder la propriété chez Innowide et de céder effectivement une licence d'exploitation. Tout comme avec notre client, ils sont propriétaires du brevet qu'on est en train de déposer, en train de rédiger, et derrière, ils nous concèdent un droit d'exploitation sur certains domaines, qui ne sont pas leurs domaines, évidemment. On ne va pas les titiller sur l'aéronautique ou la défense. Donc voilà. Donc ça, c'est l'idée de valoriser. Mais ce qu'on fait là avec cette spin-off qu'on crée, on peut le faire, ou au final, on ne crée pas une spin-off, on cède à travers donc une licence d'exploitation, et puis on peut accompagner le client jusqu'au bout du projet, donc avec un co-développement ou un développement financé par le client, et sans qu'on ait sans avoir à créer la société, mais c'est déjà une société existante, ça peut être un grand groupe industriel qui rachète. Donc l'idée de structurer ça et de le rendre un peu plus systématique commence à germer et je suis en train de structurer ça. Donc, bon, très rapidement, Thomas Edison, en fait, avait créé dans les 2 dernières boîtes qu'il avait créées, là, il avait des usines qui produisaient en série des innovations autour de ce qu'il avait développé, etc., puis il les commercialisait. Donc, nous, c'est de faire un peu ça, c'est l'idée qui germe, et d'utiliser nos sprints pour produire en série des briques, et puis on va les valoriser à différents stades de valorisation. On ne va pas les amener jusqu'à un produit et puis gérer la commercialisation, etc. C'est parfois compliqué. On est sur des sujets B2B, des techs qui vont rentrer sur un avion ou autre. On ne va pas le vendre comme on vend un service, je sais pas, une plateforme SaaS en B2B ou B2C. Voilà. Donc c'est d'aller en fonction de la maturité de la brique, d'aller chercher à la valoriser auprès d'industriels qui perçoivent de la valeur de ce qu'on fait et qui disent si j'achète cette brique-là, je gagne un temps formidable et Innowide a déjà dérisqué des choses et a osé adresser un problème que nous, on n'aurait pas imaginé, on n'aurait pas pris la décision de traiter, de travailler. En tout cas, l'idée, c'est de transformer l'invention en une valeur économique rapide pour être des inventeurs, mais des inventeurs rentables et pas des inventeurs qui perdent de l'argent. Et donc, là, je vous présente de façon très, très succincte notre pipeline. Donc, on a un pipeline qui respecte en fait les niveaux de maturité. On a donné des noms aux phases, c'est plus simple que TAL. Voilà. Donc, la phase Spark, c'est là où justement on va chercher l'idée, capter l'idée et se dire est-ce que cette idée répond vraiment à un problème. Et donc, on va identifier 1, 2, 3 concepts technologiques qui peuvent répondre à ce problème. On va faire des petits mémos. Est-ce que cette techno répond sur le papier? Voilà, on peut faire une première recherche de risque et une première recherche aussi de brevets, d'état de l'art, pour voir si le champ est ouvert ou si on est déjà sur un sujet largement couvert et que les solutions existent. Voilà. À ce stade-là, on n'en parle pas forcément aux clients, c'est encore très confidentiel. Ensuite, on passe à la phase prisme, où on va chercher à prototyper les premiers éléments pour se dire, OK, techniquement, sur le papier, ça a l'air top. Est-ce que vraiment ça fonctionne? Avec des choses très simples, avec un KRP, un Key Risk Prototype. Donc, on est sur le bord de la table, on fait un proto, et ça permet de voir si ça fonctionne ou pas. On peut apporter des preuves analytiques. Et on commence à se dire comment la suite on va la faire. Donc on a une feuille de route pour alpha, bêta, gamma. Et c'est là où on peut se lancer dans des prototypes de plus en plus complexes et approcher un client. Soit en phase alpha, on va effectivement
travailler avec un client et il va nous donner effectivement son retour, l'intérêt qu'il a, nous mettre peut-être à disposition des datas, peut-être nous mettre à disposition un labo ou des éléments pour tester notre techno, voilà, un use case, quelque chose qui renforce la validité et les valeurs qu'apporte la brique techno. On va donc avoir un proto, on va se dire on atteint les performances souhaitées, on a une enveloppe du coût, le COGS, c'est le coût global de cette techno, est-ce qu'on est libre d'opérer, est-ce que le champ des brevets est libre, est-ce qu'on a identifié quelque chose qui est brevetable, et si oui, c'est là où on prend la décision, je pose un brevet, je pose pas un brevet. Et puis après, bêta, gamma, on améliore ça, on va un peu plus loin, et voilà. Et j'ai un peu plus loin, mais je vais en profiter, tac, ici, c'est comment on peut valoriser ça. C'est de dire, en fonction des étapes, on peut avoir un contrat en phase alpha, par exemple, on a un espèce de contrat de co-développement. On peut avoir une contribution d'un client qui est assez modeste, il paie pour voir, il prend le risque, il finance les MRE, donc les coûts d'études. Et puis après, quand on avance, on peut avoir des options de licence et puis des modèles sur licence. Voilà. C'est totalement quelque chose de fictif qui en bas. Enfin, fictif, c'est quelque chose qu'on a en tête. Les montants, c'est ce qu'on imagine. On construit notre business model avec ça. C'est l'avenir et les prochaines signatures de contrat qui nous diront si on est dans le vrai, le faux. Donc là, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait. Je reviens, hop, ici. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade où on arrive sur la fin pour passer plutôt aux échanges, de toute façon? J'ai une question un peu à deux balles, hein. C'est juste ton Spark, il correspond à TRL2 ou 3 du coup? Ouais, 2. TRL2, c'est j'ai l'idée, j'ai le concept. Voilà. TRL3, il n'y a pas forcément ces prismes, mais il n'y a pas forcément de proto, mais nous, on fait déjà un proto. Et d'ailleurs, avec nos clients, on est sur un TRL3 avec un client. On est allé plus loin que ce qui est demandé en interne. On a déjà du proto, etc. Oui, c'est très bien, ça va aider à faciliter le passage TRL3 et puis à faire voter les budgets pour la suite, quoi. Donc, c'est bien pour nous aussi, indirectement. On accélère la prise de décision des clients et puis voilà. Donc ouais, en fait, c'est TRL 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est pas forcément, les TRL sont une autre échelle, ça permet de guider. Et ça, c'est une façon de voir les choses, surtout en définissant pourquoi on le fait, donc la raison d'être, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Et puis là, je vous ai présenté qu'un petit bout de ce qu'il y a, mais à chaque phase, il y a comment on le fait, quel type de proto, sur quel élément il faut mettre le focus. Surtout ça, dans une méthode agile, c'est de mettre le focus au bon moment et pas en mettre plus, quoi. Ça sert à rien en phase prisme, en phase alpha, de travailler l'aspect est-ce que c'est certifiable. Si on travaille là, on va se mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et ça, les industriels, dans la culture, ils nous embêtent avec ça. Dès le début, on met un proto, ils regardent le truc, ils font ah ouais, mais alors ça passera jamais la compatibilité électromagnétique. Leur dire c'est pas notre problème à ce stade, quoi. Mais bon. Donc voilà, donc on a mis ça un peu par ce processus là pour qu'on ait un cadre de travail. Et puis après, projet par projet, on va adapter ce que l'on fait. Voilà. Une itération, elle peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, et à l'intérieur, on va travailler en sprint de 3 semaines, mais parfois, pour passer une phase, il faut plusieurs sprints, évidemment. 3 semaines, sur de l'AirTech, on ne fait pas forcément tout ce que l'on veut. Voilà, donc en conclusion, on a un bureau d'études qu'on appelle plutôt cellule technologique qui va résoudre des défis industriels, résoudre des problèmes pour nos clients. Pour InnoWide, ça nous permet de générer, avec ce même mécanisme, cette même organisation, des briques, un portefeuille de briques technologiques qu'on va chercher à valoriser. Et donc, on a un modèle hybride, on fait du service qui génère de la propriété intellectuelle et qu'on va vendre ce service. On va le vendre soit sous forme de NRE, donc études, un client achète un projet, il nous finance 100%, comme le fait un bureau d'études, etc. Soit sous forme de licence, soit même aller jusqu'à la création de spin-off. C'est le moment d'échanger, c'est un peu long, il reste 10 minutes, mais voilà, si vous avez des... je vais reprendre l'écran, arrêter ça pour reprendre l'écran et vous voir pour de vrai. Voilà, je stoppe ma présentation. Rempli. Vas-y, Alaïdine. Si je peux me permettre, oui, merci. Merci, super présentation, merci pour le partage, Damien. Le process en partant de Spark pour arriver à Gamma, je ne me rappelle plus le nom, mais j'imagine que c'est par rapport aux radiations, enfin, des choses comme ça, c'est plus simple. Est-ce que c'est un process que c'est juste d'essayer de comprendre
la roadmap de passer de InnoWide? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis déjà en place dès le début, ou c'est quelque chose que vous avez appris au fil du temps pour dire, OK, c'est ça, vous posez les bonnes questions pour les maximiser, minimiser le temps, comment dire, minimiser l'effort, on va dire, sur un tel projet, essayer d'être plus efficace. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place dès le début, ou c'est quelque chose qui est au fil du temps? Non, par principe agile, notre organisation est aussi agile. Donc, on a démarré, j'étais tout seul et je travaille avec des freelances. Puis après, j'ai construit l'équipe quand j'ai perçu le besoin de structurer progressivement en fonction des chiffres d'affaires qu'on générait et des contrats que j'arrivais à signer. Et puis après, donc c'était d'abord moi, puis après j'ai mis d'autres personnes. Et donc est venue la nécessité de structurer un peu les éléments pour on soit aligné sur la façon de voir les choses, transférer la vision que j'avais à tout le monde. Et donc c'est venu progressivement. Par contre, c'est nécessaire de le faire pour créer de la valeur dans l'entreprise et créer et être, qu'on soit tous alignés, quoi. Parce que si tu as les bonnes personnes, ça peut marcher tout seul. Si tu as des personnes qui rentrent un peu plus juniors, etc., après on va perdre en efficacité. Donc voilà. Et donc on a mis en place cette façon de travailler, et on met en place aussi un outil de travail, donc une plateforme, une app qu'on développe, métier, qui nous permet de gérer nos projets pour pouvoir nous cadrer étape par étape. Par exemple, dans l'organisation, on est en mode agile, on a des sprints. Au début, les sprints, chaque projet vivait ses sprints. On s'est dit, c'est plus supportable. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a défini des slots de 3 semaines et tous les sprints démarrent sur un slot. Donc on a un slot qui démarre. Donc là, on est dans le slot, je ne sais plus quel numéro, on en a 17 par an. Un slot démarre, tous les sprints démarrent en même temps et finissent en même temps. Ce qui veut dire qu'on a une réunion de synchro au début d'un slot pour lancer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut prioriser les ressources. On a des ressources pour faire, on a des projets. Et moi, je vais juste donner des grands heuristiques. Tiens, il faut mettre plutôt la priorité sur ce client et sur ses projets plutôt que sur nos projets internes. Ça, c'est une heuristique. Et avec ça, le cercle projet va travailler avec cette heuristique et va s'organiser pour délivrer plus de valeur plus rapidement à tel et tel type de projet qu'à nos projets internes, par exemple. Si on n'est pas synchro, ça veut dire que les ressources, on ne peut pas piloter les ressources comme ça et anticiper, dire on va mettre un tel à 50% sur ce projet, 20% sur celui-ci, 30% sur ça, parce que ça arrive au fil de l'eau. Donc ça, c'est venu parce que par la nécessité, en gagnant des projets, en travaillant de plus en plus sur plus de projets, d'organiser, de structurer, d'industrialiser finalement notre façon de travailler. Donc on développe en parallèle un outil, qui est un outil type SaaS, interne aujourd'hui. On se pose la question de valoriser cette brique. Est-ce qu'on peut toujours le même truc, cette brique techno? Voilà, évidemment. Donc ça intègre la méthode, notre méthode Diplo, et ça permet, et donc, nécessité derrière de dire, OK, on a une méthode, mais maintenant, explicitons cette méthode. Qu'est-ce que je fais à cette étape? Sur quoi je mets le focus? On n'est pas dans le niveau de détail, c'est pas du micromanagement, c'est pas, voilà, ce qu'il faut faire, c'est où est-ce que je mets le focus? Quel est l'objectif? On commence la raison d'être de cette phase, etc. Et donc, ça vient cadrer, et après, projet par projet, ce sont les contributeurs du projet qui prennent les décisions, mais ils ont un cadre. Ça évite de se perdre. Je ne sais pas si ça répond aux besoins. En tout cas, c'est venu progressivement, et vouloir, dès le début, bien tout structurer. On peut tomber sur le travers des organisations où on veut tout spécifier avant même d'avoir travaillé, alors que spécifier, quand on a commencé à vivre des tensions, ça permet d'identifier ce qui marche pas, et d'aller tout de suite vers ce qui présente ce qui a de la valeur, quoi. Principe agile, quoi. On test and learn. Je fais, je regarde, c'est pas bien, je change et j'apprends. Par contre, il faut capitaliser. Et donc, c'est ce qu'on fait à travers cette formalisation. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une. Sur la... Pardon, vas-y Sandrine, je garde la mienne. Non, j'ai levé la main. Vas-y. Moi, j'avais une question parce que quand on fait comme ça des projets avec des clients, tu as sûrement des achats à faire liés, je sais pas, que ce soit des matières premières, des trucs comme ça. Et comment tu fais pour jongler comme ça avec tous ces projets, avec toutes ces demandes un peu
différentes parce que tu vas peut-être acheter des produits. Je prends un exemple, une matière première, tu vas l'acheter dans une telle quantité et ton client, il va en avoir besoin pour le projet de ton client, tu vas avoir besoin de la moitié et tu vas te retrouver avec la moitié. Comment tu gères tout ça, ton stock, on va dire, de. Ouais, le stock de. En fait, on évalue le besoin, on le chiffre et on le fait payer par le client. Par contre, on est en mode forfaité, itération par itération. Donc, effectivement, si on se plante, pour le client, on dit on a besoin de temps et puis qu'on a acheté trop ou pas assez, etc. Il faut refaire un achat, etc. Donc, c'est le principe c'est forfaité. Donc, il y a un risque qu'on assume, nous, de se tromper dans la quantité de travail qu'on va faire ou la quantité à acheter. Mais on est quand même sur des matières premières qui ne sont pas trop chères. Donc, c'est plus le temps homme qui est difficile à évaluer. La charge, je pense que la part achat sous-traitant, ça doit représenter 10-15% sur nos projets. Tu vois, même quand on fait, je sais pas, de l'électronique ou autre, il y a maintenant des solutions qui valent vraiment pas cher. Ce qui coûte cher, c'est le temps derrière du gars qui fait la conception, qui va tester, qui va. Et là, on est sur des choses qui peuvent coûter cher avec Safran, donc c'est le client que je cite depuis le début, mais on est sur des tests avec on teste des capteurs dans des liquides, c'est des huiles un peu particulières, ça vaut très cher. Là, on a dit au client clairement, on achète tant de quantité, ça coûte tant, on lui facture avec un markup, enfin voilà, qui est classique. Et là, on est sur cette quantité, ce qui fait que si il nous demande d'autres choses et que le liquide doit être remplacé parce que il est plus propre et il est plus etc. On refacture. On ne s'est pas engagé à faire fonctionner le truc, quel que soit derrière les achats qu'il faut. Mais en termes de budget, eux, ils n'ont pas quand même demandé une visibilité parce que voilà, eux, il faut qu'ils budgétisent cette partie-là. Non, il y a une certaine souplesse. Malgré que ça soit un grand groupe, il y a une certaine souplesse par rapport à ça. Ouais, on a la chance d'être sur des sujets qui ne sont pas encadrés par les achats comme peuvent l'être les sujets plus de programmes. Et donc, ils ont quand même une certaine souplesse. On est en prestataire d'études R&D, prestation d'études R&D. Ils ont assez bonne souplesse et de plus en plus, on est en train de mettre en place des unités d'œuvre. Comme on a un travail un peu répétable, on a identifié des grandes activités, des lots d'activités, on met en place des unités d'œuvre et donc après, c'est directement avec notre opérationnel. Il nous dit je veux explorer telle piste, je veux que vous fassiez la preuve de concept de ça marche et qu'on atteint ça. Et donc nous, on va dire avec les unités d'œuvre qu'on a définies, il faut une unité d'œuvre de ça, 2 unités d'œuvre de ça, etc. Et du coup, il y a une espèce de commande ouverte et notre client opérationnel peut c'est déjà budgété, et il peut nous passer commande assez rapidement. Donc même si c'est un grand groupe, on est sur des cycles de commandes qui sont assez rapides. Le plus long, c'est des fois quand c'est rentrer ça dans SAP. Mais quand il nous dit go, la demande d'achat est partie, nous on peut commencer à anticiper, commencer à travailler sans prendre trop de risques, le temps que les 2 semaines s'écoulent de signature, de parcours de SAP. Ouais, parce que je vois très bien. Après, c'est que le montant total du projet ne dépasse pas certains montants, parce que je pense qu'à partir d'un certain, ils doivent eux-mêmes avoir leur propre budget, et c'est eux qui le gèrent. Donc, si ça rentre dans les clous de leur budget, c'est bon. Par contre, si c'est au-delà, c'est là où. Je pense qu'on est sur plusieurs centaines de milliers, mais eux, c'est des bouts de projet qui sont dans un programme de plusieurs centaines de millions. Donc, voilà, c'est ça, on est d'accord. Il y a un effet d'échelle où on est dans le. C'est pour ça que je réfléchissais à la cible de clients potentiels, parce qu'il faut quand même aussi avoir un client en face qui ait la possibilité d'avoir cette souplesse. Moi, je travaille, ça me fait penser un peu à ce que je fais, parce que moi, je travaille avec des startups, c'est tout le contraire. Les budgets sont très. Et en fait, par contre, c'est très difficile pour moi de fonctionner par des forfaits, parce que comme toi, le temps homme, il y a des fois, il peut y avoir des événements qui fait. Et dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je fixe un montant mensuel à ne pas dépasser. Alors après, le projet peut durer plus ou moins longtemps, ça c'est là où il y a l'incertitude. Mais donc du coup, je pense que quand c'est peut-être des plus petites structures, sans entrer dans le forfait, c'est plutôt de plafond mensuel, qui va être et la durée où elle va être plus ou moins longue. C'est plutôt l'abonnement, quoi, en fait.
Pardon? C'est plutôt la logique abonnement versus… Ouais, c'est ce que je fais moi, et je vois que c'est beaucoup plus facile à gérer pour des plus petites structures. C'est beaucoup plus facile à gérer un montant qu'on sait qui va être, voilà, ça va être le budget maximum par mois qui va être alloué, quitte, voilà, peut-être avoir une incertitude. Moi, je peux dire, voilà, moi, je prévois tant de mois de projet parce que j'ai un peu l'habitude, mais il y a des fois, s'il y a je sais pas, des retards qu'il y a pour X semaines, des fois indépendamment. Et je vois que, donc ça, c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut l'adapter peut-être en fonction de la taille de l'entreprise, je pense. On a quand même cette logique au début du projet, on fait une itération 0, c'est d'avoir une feuille de route, de dire, nous, on imagine une première itération où on va dérisquer ça, puis une deuxième, etc. Donc ça donne un budget, mais on ne s'engage pas, ce n'est pas un budget ferme. On va s'engager sur la première itération, et donc après itération par itération, là, on s'engage forfaitairement, pas sur le résultat en termes de la techno fonctionne, mais sur l'engagement sur ce qu'on va faire, produire et livrer. Donc c'est surtout les livrables à la fin. Par contre, on peut livrer un rapport de test qui montre que ça ne marche pas. On ne le savait pas au début, personne ne le savait, on montre que ça ne marche pas. Ils ne vont pas nous dire si ça ne marche pas, je ne paie pas. Non, on a fait ce qu'il fallait pour. Voilà, on a conduit l'activité qui permet d'avoir cette réponse. Et après, effectivement, l'incertitude, elle est plutôt pour eux, c'est que si il y a des pivots qui sont faits au fur et à mesure de la feuille de route se déroule, des pivots parce qu'on tombe sur des situations qui nécessitent de travailler un peu plus ou autre, ça peut changer le budget qu'on avait estimé au départ. Et alors, j'avais une dernière question, c'est plus sur la partie paiement, parce que ayant travaillé avec des grands groupes, déjà, il y a du temps d'enregistrement de commandes, mais il peut y avoir du temps de paiement. Est-ce que ça, c'est pas une problématique que tu rencontres en termes de délai de paiement? Alors, j'arrive souvent sur des projets complexes à avoir un premier lot de facturation qui est comme de la compte, mais qui ne s'appelle pas à compte, donc je peux l'intégrer direct en chiffre d'affaires. C'est pour lancement, achat, etc. Donc, ça, ils sont acceptables. Ça peut être 30 ou 40% du budget global estimé au départ. Et puis ensuite, je travaille avec Eurofactor Crédit Agricole. Ah oui. Parce que chez une boîte comme Safran, c'est 45 jours fin de mois. Donc, ça fait 60 jours, en gros. Voilà, on est d'accord. Effectivement, c'est long. Et donc, j'ai du factoring, ça me coûte un peu moins de 3%. Donc, je l'intègre quelque part dans mes coûts. Mais voilà. Okay. Donc là, je cède ma facture à Eurofactor et 48 heures après, je l'ai sur mon compte. J'ai 90% du TTC sur mon compte. Et je paie la TVA quand le client a réellement payé. Donc, je paie la TVA à 60 jours. Ouais. Donc, c'est magique et ça rejoint le post le carrousel de ce matin, je crois. Petit carrousel, voilà. Donc, effectivement, pour ceux qui ont ça, c'est magique. C'est magique. Le truc fait que tu arrives au niveau de la trésorerie de ne pas être coincé, quoi, parce que c'est ça qui est. Ok. Bon, c'était tout pour moi. Moi, j'avais quelques questions aussi, Damien. La première, c'était aujourd'hui, est-ce que tu identifies d'autres structures comme la tienne, qui ont les mêmes contraintes de taille ou d'objectifs, qui font le même service que toi, le même service que toi? En comptant le modèle économique, le modèle organisationnel interne et le compétence technique. Non, non, c'est assez difficile à cerner. Moi, ceux que je connais, c'est souvent soit des startups pseudo, soit des grosses boîtes comme Fraunhofer ou autres qui sont énormes. Donc là, il y a une échelle de 10 à 100 par rapport à ce qu'on fait. Donc non, je n'ai pas identifié d'autres. Du coup, j'imagine que tu as demandé l'agrément crédit impôt recherche. Crédit impôt innovation. Ouais. Entre guillemets, aujourd'hui, tu peux vendre autant, entre guillemets, une étude, une exploitation laboratoire, qu'un prototype, qu'un banc d'essai expérimental, en fait. Tu peux vendre les trois. Je reviens dans une réflexion, ce qui pourrait être intéressant, peut-être pour optimiser justement le crédit impôt recherche, autant pour toi que pour le client. L'inconvénient, moi, je dois toujours être agréé. C'est qu'en fait, toi, tu perds quasiment ton CIR parce qu'en fait. On n'est pas agréé. Les clients ne le demandent pas. Mais ça ne demande pas. On fait du CIR. On est sur une assiette autour de 100 000 de CIR, mais on n'est pas agréé. Donc, effectivement, quand une société de plus petite taille va nous le demander, on ne sait pas faire et on ne veut pas faire. Après, je ne sais pas s'il existe des mécanismes particuliers. Mais effectivement, on ne veut pas qu'InnoWhite soit agréé, sinon on perd le CIR. Voilà. Alors, il y a un petit truc justement vu que entre guillemets, vous vendez autant l'expérimentation que le banc d'essai ou le prototype, c'est d'expliquer à votre client en fait qu'ils ne vont peut-être pas bénéficier d'agrément de 100%. Par contre, vous allez leur vendre un actif
qui va être utilisable pour leur propre expérimentation interne. Alors ça, c'est sous réserve que le client décide d'être un petit peu à la main à la pâte et pas de totalement externaliser l'intégralité de sa techno. Alors, ce serait aussi l'expérimentation de hardware, on va dire, sciences dures, comme sciences exactes, comme vous faites, de SHS, qui vont inclure, je dis n'importe quoi, vous fabriquez des batteries ou des contrôleurs pour des trottinettes électriques et le client il veut créer un nouveau modèle économique de trottinette, il peut il peut expérimenter justement un modèle économique et faire aussi un programme de crédit pour éligible crédit pour recherche à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de leur dire que tout ce que vous vendez comme actif, que lui va utiliser dans le cadre, voilà, ça rentre dans le cadre de son projet et il va pouvoir bénéficier jusqu'à 50% de crédit pour recherche dessus. Et du coup, c'est quand même plus intéressant de leur expliquer que vous vendez un actif qui va bénéficier du CIR pour eux que de vendre une presta. Alors, sous réserve derrière, moi, ce que j'ai toujours, c'est Serge, tu veux dire à la fin, je le radote, mais toujours, on écrit un programme, on fait un rescrit, CIR pour envoyer le programme, et à partir de ce moment-là, il sécurise effectivement. Donc, dans ta accompagnement, je pense que tu as tout intérêt à bien dire aussi aux tes clients qu'ils ne vont pas bénéficier de l'agrément, mais par contre, ils vont bénéficier de la dotation, ce qui est bien. Peut faire rentrer dans leur assiette, voilà. l'achat de cet actif. Exactement. Le coût correspondant. Oh, ok. On pourra en discuter. Oui, c'est intéressant. Ouais, intéressant. Je note. Corinne, est-ce que tu as une question avant que j'en pose une? Non. Ok, moi je voulais revenir sur la commercialisation. El cafardo, el cockroach, la cucaracha, tu vois. Donc, comment vous allez vous y prendre pour commercialiser le produit de la société de sport? Donc, tu vas embaucher du commercial ou quelqu'un de l'équipe va s'en occuper? Comment est-ce que vous Je disais, ouais, on est 3 cofondateurs. Un des cofondateurs est plutôt marketing, bizdev, il est dans un grand groupe. Donc, effectivement, son rôle actuellement, c'est d'aller chercher des partenaires. Donc, on a eu quelques essais gratuits, pop gratuits, etc. Là, on est en train de travailler sur plusieurs verticales. Avec le MVP là, qui est prêt là, très prochainement, on a un MVP, on a une première promesse qui n'est pas celle qu'on attend, et derrière, on va lancer une thèse chiffre pour aller plus loin, parce qu'il y a plein de sujets. C'est assez complexe, mais voilà, on a une promesse qui est vendable. Et donc, on est en train de chercher, on poursuit notre prospection pour vendre ça. Là, l'idée, c'est pas de faire beaucoup de chiffre d'affaires, c'est de montrer l'attraction du marché, c'est de valider l'attraction du marché et d'avoir des contrats signés. Mais voilà. Sur plusieurs verticales, donc il y a le sport, le vrai sport, et puis il y a le e-sport, par exemple. Il y a aussi l'aspect, ce qu'on disait, commotion, donc c'est plutôt médical. Pourquoi est-ce que tu dis que tu veux montrer l'attraction du marché, en fait? Parce que même pour nous, d'identifier des use cases qui fonctionnent et continuer à montrer que ça répond à un besoin, même si on a plein d'insights qui montrent que ça répond à un besoin, c'est de signer une vente. Quoi. Signer une vente, une vraie vente, où la personne elle est engagée à payer tous les mois un service. Voilà. Et donc, ce qu'on vend aujourd'hui, on ne vend pas le produit en tant que tel, utilisable tel quel, enfin, on le vend bien sûr, mais on n'est pas sur un produit industrialisé, donc on vend aussi du service, c'est-à-dire le service associé de data science associé, de suivi, d'analyse, de rapports faits mensuellement. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour vous appuyer sur cette première vente, cette traction, pour commercialiser plus après, on est d'accord? Oui, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Donc là, l'objectif, c'est de faire la première vente, et dire voilà, ça marche, communiquer dessus. Exactement. On s'est un peu cassé les dents avec des équipes de haut niveau parce qu'effectivement, elles n'ont pas le temps d'essuyer les plâtres d'une innovation, parce qu'elle ne veut pas prendre des décisions importantes sur lui, il va courir demain, lui, il ne va pas courir. C'est compliqué sur un outil dont on n'a même pas des preuves suffisantes. Ouais, donc on a des preuves, elles sont pas suffisantes. Donc il faut qu'on continue à faire des études avec un N plus grand, plus de sportifs avec un cadre très recherche, test retest, double aveugle, etc. pour apporter. Et donc en attendant, on a une proposition de valeur là qui va sortir, qui est un peu moindre et qui va adresser des sujets
pour lesquels ils peuvent prendre des décisions et ils peuvent dire ok, j'utilise le produit, c'est bien, ça fait au moins aussi bien que ce que je fais aujourd'hui, mais c'est mieux, c'est plus rapide, c'est pas intrusif, etc. Donc voilà. Donc l'idée c'est d'amorcer ça pour après créer de la confiance. Et donc la boîte elle n'est pas créée parce qu'aujourd'hui on n'a pas facturé, donc on ne crée pas Sport Elevate tant qu'on facture pas, et puis même on pourrait facturer via InnoWide dans un premier temps. Voilà, la marque est créée, donc c'est vendre à travers cette marque, mais facturer via InnoWide. Donc on ne se presse pas à créer la boîte. Oui, c'est très bien comme ça. Vas-y, une dernière question avec Arnaud. Est-ce que du coup, vous êtes prêt à pivoter si vous voyez que via InnoWide, il y a des briques techno, d'autres solutions qui intéressent plus que d'autres, et que vous allez réaliser qu'au niveau Intermarché, la solution finale de votre brique, votre produit sportif n'est pas assez intéressante, mais qu'il y a une brique techno dedans, vous avez vu via justement InnoWide, qui intéresse vachement quelqu'un, et du coup, est-ce que vous êtes prêt à pivoter pour aller dessus, quoi? On est prêt à prioriser. C'est-à-dire que effectivement, tu as vu le tunnel Spark to Gamma, là, ce tunnel-là, l'idée c'est d'avoir, je vais pas présenter, mais on a plein de briques un peu à tous les niveaux, beaucoup au début, et c'est de pouvoir dire à un moment donné, j'arrête là. À chaque passage de phase, c'est de faire un gate go kill, quoi. C'est go ou kill. Ce que je veux dire, c'était ou rework s'il faut retravailler. Et donc on peut imaginer avoir plusieurs choses en parallèle. C'est-à-dire qu'on a une traction ou une vitesse d'avancer là sur Mio6 qui n'est pas suffisante. Ok, on va travailler avec l'effort qui est juste nécessaire pour attendre que le marché que les gens ça se structure, que ça fasse son petit chemin et qu'ils prennent les bonnes décisions. Et puis que des fois le cycle de décision, tu peux être dépendant d'un cycle de décision qui est un peu long et en parallèle accélérer sur une autre brique. Mais l'idée, c'est plutôt de lancer là, ce que on appelle la e-factory en interne, c'est l'innovation factory. C'est à terme de se structurer pour avoir plusieurs briques en parallèle. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est quoi le cas pour dire, OK, on arrête le 6 et on se concentre uniquement ou principalement sur la brique technologique qui compose le 6 et qu'on a vu que via InnoWide, c'est celle qui a plus demandé. Est-ce que derrière, vous mettez un cap de dire, au bout de 2-3 ans, ça avance pas, et du coup, on arrête le 6 et on part sur la sous-brique. On essaie de fixer les choses. Là, tu touches à un sujet effectivement qui est assez complexe, qui est ce fameux biais d'engagement. Quand tu t'engages sur un truc, c'est de dire kill à un moment donné, quoi. Donc, on essaie d'objectiver ça avec des chiffres, et c'est surtout lié aux ressources qu'on mobilise dessus. Donc, moi, je fixe le cap des ressources, et après, avec ce budget-là, comme on travaille en temps contraint en agile, là, on travaille avec un budget temps et un budget euro. Et c'est ce qui permet de dire, OK, là, on ne peut pas tout faire, donc ça va nous forcer à prendre la bonne décision. C'est pas la porte ouverte, quoi. Sinon, on pourrait mettre à mal la société, quoi. Donc moi, dans mon budget, là, je suis en train d'affiner mon budget 2026. Je vais avoir une ligne où je sais ce que je dépense sans qu'il y ait de retour sur investissement. Enfin, pas forcément, quoi. C'est de la dépense pure. Et il faut rentrer dans cette dépense-là, quoi. Et s'il faut faire un choix, ça nous contraint à faire un choix. Okay. La question vraiment de la fin, c'est du coup les clients, ça se rend, etc. Comment tu les as trouvés? Beaucoup par le réseau, en fait. J'ai 53 ans. Je dis pas que j'ai 53 ans juste pour dire que j'ai 53 ans, c'est que j'ai de l'expérience derrière moi et donc c'est par le réseau, des contacts avec qui j'avais déjà bossé, avec qui on s'est déjà croisé, et puis pas mal de repeat business et des clients qui deviennent des sponsors en fait et parce qu'on ça répond à un vrai besoin, qu'on a la chance de faire les projets qui marchent bien, enfin voilà, et donc derrière ça se petit à petit, ça s'ouvre, ça s'étend. Et là, depuis 6 mois, 8 mois, là, j'organise un peu plus ma prospection. Donc moi, c'est pour ça que l'organisation, on est en train de mettre en place une organisation très à plat, en holacratie, pour que je ne sois pas indispensable et que je ne sois pas dans mon camembert d'activité un peu partout, mais que je puisse réduire mon temps passé sur les projets, rester sur les activités plutôt stratégie, grosses, voilà, quoi. Et puis évidemment, je serai toujours quand même un peu derrière dans l'ombre des projets pour apporter mon expertise et surtout ma vision technique. Mais voilà. Et donc ça rejoint aussi un chantier qu'on a lancé, là, qui est vraiment de mettre en place une organisation où même si on n'est pas nombreux, on est 10, hein, je ne l'ai pas dit, on est 10, même si on n'est pas nombreux, on met une organisation qui pourrait s'appliquer à des organisations beaucoup plus grandes pour éviter que je sois le décideur de toutes les petites actions, de faire du micro-management, etc., pour vraiment être focus sur la stratégie, sur le commercial. Et parce que effectivement, je pense qu'on atteint prochainement un plafond de verre pour continuer à faire de la croissance
si je reste avec ma prospection basée uniquement sur mon réseau proche, etc. À un moment donné où ça peut plus accélérer. Ça, c'est la conclusion de la fin, j'ai envie de dire, Serge. Pour être un bon cafard, il ne faut pas des investisseurs, il faut un bon réseau. Exactement, il faut un bon réseau pour pouvoir mieux vendre derrière. Plus on a de réseau, mieux on vend. En tout cas, merci Damien, bravo pour avoir mis en place une méthode qui permet de prendre des décisions sur le kill, parce que c'est pas forcément simple de le faire. Et puis, pour ceux qui ont du mal à rester focus, ça va être le sujet de la semaine prochaine avec Sébastien Martin qui va nous représenter comment rester focus et pas se disperser comme Damien a l'air d'y arriver, de ne pas se disperser justement. Donc ce sera mardi prochain et le mec est super bien, on l'a déjà vu une fois, c'était sur la délégation, là il va nous parler plutôt sur la dispersion, ou plutôt l'absence, le contrôle de la dispersion. Merci en tout cas Damien, bravo encore pour ce que tu fais et puis on espère que tu nous tiendras au courant pour ta première vente. Yes. Parce que là ce sera formidable, on pourra fêter à ce moment-là. Célébration. Ouais. Allez, merci. Ok, bah, bon appétit. Bonne journée après-midi, à tout le monde. bon appétit et à bientôt. Bon appétit, Ciao. merci. Bonne journée, merci à tout le monde. Merci Damien. Ciao. Bon.